besoin de savoir. Ce matin, notre invité Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Ancien commissaire européen, chargé notamment de l'industrie de la défense lorsque vous étiez à Bruxelles. Ancien ministre, bien sûr, de l'économie et des finances en France. 3 ans de guerre déjà entre l'Ukraine et la Russie. On entre dans la 4e année, des centaines de milliers de morts et de blessés de chaque côté. Volodymyr Zelensky propose de quitter son poste, de quitter sa présidence en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Un geste désespéré. 3 ans de guerre, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez raison de le rappeler, évidemment, avec les centaines de milliers de blessés ou de victimes, du reste. De morts, oui. C'est effectivement une tragédie qui se déroule suite à l'agression voulue par un homme. Cet homme s'appelle Vladimir Poutine, qui a décidé d'agresser, d'envahir un pays souverain. Souvenez-vous que cet homme disait qu'il allait mener une opération spéciale. Vous vous en souvenez, Jean-Jacques Bourdin? Oui, opération spéciale, bien sûr. Et il disait que grâce à cette opération spéciale, en 3 jours, il allait faire tomber le régime à Kiev, imposer un de ses hommes et quasiment annexer l'Ukraine. 3 ans après, voilà. Donc, d'abord, il faut dire que ces 3 ans, c'est un échec total de la stratégie de Vladimir Poutine. Il faut le dire et le redire, contrairement au narratif que certains essayent de propulser désormais. Vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Oui. C'est un échec total de Vladimir Poutine. Grâce à quoi et grâce à qui? Grâce d'abord au peuple ukrainien, qui a mené un combat incroyable pour défendre son territoire, mais aussi, quelque part, pour défendre l'Europe. Parce qu'on sait très bien que si jamais l'Ukraine tombait, Poutine ne s'arrêterait pas là. Alors évidemment, nous avons, nous, Européens, décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, et je le redis aussi à votre micro, ce matin. Vous savez qui est le premier contributeur à l'aide de l'Ukraine, Jean-Jacques Bourdin? L'Europe. Bien entendu, l'Europe avec... Avant les États-Unis. Bien avant les États-Unis, tous secteurs confondus, pratiquement identique du reste, en ce qui concerne la défense, et oui. Donc, si jamais quelqu'un devait épauler Volodymyr Zelensky à la table des négociations, c'est évidemment le premier contributeur et pas le second. Bien, nous allons revenir là-dessus, Thierry Breton, mais je n'ai pas répondu à votre question. Je n'ai pas répondu à votre question. Un geste désespéré. Est-ce le geste d'un homme? Je termine, Thierry Breton. Est-ce le geste d'un homme qui a compris que Trump et Poutine, devenus alliés, sont en train de vouloir imposer leur paix sur le dos de l'Ukraine, du peuple ukrainien et de l'Europe? Bon, vous venez de dire avec vos mots ce que je dis moi-même avec les miens. On sait très bien que aujourd'hui l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, en tout cas pas avant un certain nombre d'années. Ça ne date pas du reste de Donald Trump. Je vous rappelle que c'était également la position qui avait été prise et réitérée à de nombreuses reprises par Joe Biden. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin? Sans doute, là, peut-être des suppositions, à l'issue du sommet de Vilnius, qui était le dernier sommet où s'était tenu, comme vous vous en souvenez, la réunion de l'OTAN. Oui. Le prochain va se tenir à Utrecht, donc en juillet, aux Pays-Bas. Il avait été dit très précisément que, finalement, les États-Unis ne soutiendraient pas l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN pendant de nombreuses années. Vraisemblablement parce qu'il y a eu des discussions tripartites, notamment entre la Chine, les États-Unis et la Russie, pour dire que ligne rouge, on ne parle pas du nucléaire. Vous vous souvenez qu'il y avait un moment où Poutine en parlait tous les jours. La contrepartie, c'est que on avait déjà donné ceci aux Russes. Ça veut dire, Thierry Breton, qu'il y a toujours eu des discussions. Bien sûr. Toujours eu des discussions entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais toujours. Mais tant mieux. Vous savez pourquoi tant mieux? Parce qu'on parle de puissance. Parce qu'on parle de puissance nucléaire. Mais non, et qu'il y avait aussi ce sujet qui était en arrière-plan. Est-ce que Donald Trump est en train de permettre à Vladimir Poutine de gagner une guerre qu'il était en train de perdre? Est-ce que Donald Trump est en train de livrer l'Ukraine à la Russie? Eh bien, on verra. Les discussions n'ont pas encore commencé. On verra bien ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'un certain nombre de pays européens désormais on pense évidemment, bien entendu, à ceux qui sont les plus exposés. Alors, les pays baltes, les pays nordiques, la Pologne, veulent continuer
donc de soutenir l'Ukraine, et la France, j'ai cru comprendre, faisait partie également de ceci, soutenir l'Ukraine, parce que précisément, il est hors de question que Volodymyr Zelensky aille éventuellement à un moment qu'il jugera opportun à la table de négociation en étant affaibli. On discute du reste en ce moment d'un nouveau train de soutien de 20 milliards d'euros. De 20 milliards d'euros. Donc oui, bien sûr, il faut continuer à soutenir aujourd'hui l'Ukraine tant que, encore une fois, les conditions d'un cessez-le-feu ne sont pas clairement établies. On verra bien ce qui va se passer. Bon, Emmanuel Macron est à Washington. Il va rencontrer Donald Trump en tête-à-tête à midi, heure américaine, 18h heure française. Il y aura ensuite une conférence de presse commune à 21h. C'est important. Ça veut dire que les deux hommes vont aborder tous les sujets et ensuite devront rendre compte devant les journalistes. On va voir. Mais moi, il arrive dans le bureau de Donald Trump avec une proposition, j'imagine. Proposition de paix, proposition européenne, j'imagine, Thierry Breton. Bah écoutez, là... vous n'en savez pas plus que moi, j'en suis pas évidemment. plus que vous, donc on peut imaginer ensemble. Voilà. Oui, mais c'est tout ce qu'on peut faire ce matin, tous les deux. Bon, si ce n'est peut-être se dire, parce qu'il y a aussi le fait, et c'est un point sur lequel je voudrais peut-être attirer notre attention ce matin, si vous le permettez. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va à Washington, et au fond, il n'est pas mandaté par l'Union européenne pour ce faire. Enfin. Non, mais c'est important, ce que je souhaitais dire. Il n'est pas mandaté, puisqu'encore une fois, c'est un pays parmi 27. Certes, pas le moindre. On a vu également que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il va également jeudi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens? Ça veut dire, au fond, que Donald Trump accepte de discuter, bien entendu, de l'Europe, mais au-delà de l'Europe, de l'architecture de sécurité, parce que c'est bien ça dont il est question, et de l'Europe, et aussi de l'Ukraine, si jamais on rentre dans des discussions de cessez-le-feu, avec qui? Avec finalement les deux puissances dotées. C'est-à-dire les deux puissances qui disposent de l'arme nucléaire et qui sont donc dans une situation singulière par rapport aux autres Européens. C'est aussi, me semble-t-il, comme ça qu'il faut voir les choses. Le sujet est un sujet extrêmement important. Je dis même ce matin à votre micro qu'il est grave. On a parlé tout à l'heure, évidemment, de ce qui se passait entre la Russie, les États-Unis, la Chine. On voit bien que aujourd'hui, grâce au général de Gaulle, nous sommes aujourd'hui dans une situation tout à fait singulière, puisque nous sommes le seul pays à disposer de la capacité d'une architecture globale, totale de sécurité. Et donc, c'est avec eux, c'est avec lui, que Donald Trump discute et pas avec les autres. Oui, c'est avec Emmanuel Macron qu'il discute. Et c'est important. Grâce à cela. Je ne sais pas, mais mais je connais aussi un peu Donald Trump et je sais que pour lui, ça veut dire quelque chose, bien entendu. Parce que voyez-vous, si jamais il avait discuté avec l'Allemagne, on parlera peut-être de l'Allemagne tout à l'heure, l'Allemagne, on le voit, ou voir avec la Pologne. Et on sait très bien, et il sait très bien, que et l'Allemagne et la Pologne sont totalement dépendants des États-Unis pour leur sécurité et leur défense. Alors, bien sûr. La Pologne un peu moins, parce que la Pologne fait des efforts très importants de rattrapage, avec maintenant 4,7% de son PIB dépensé pour sa propre défense, et une armée qui va être importante. Mais il n'en demeure pas moins que la Pologne, comme l'Allemagne, comme 26 des 27 États membres de l'Union européenne, dépendent de façon ultime des États-Unis à travers la garantie offerte par l'OTAN en ce qui concerne la dissuasion nucléaire. Et donc, quand on est dans une relation transactionnelle, évidemment, ça vassalise quelque part bien ceux qui dépendent de l'autre, sauf la France. Thierry Breton, les fameux avoirs russes, 200 milliards. Oui, c'est ça, un peu plus, oui. Saisis. Oh, pas saisis. Immobilisés, ces avoirs russes. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Il n'y a qu'à Faucon. Pourquoi je vous réponds comme ça? Parce qu'il faut faire attention sur ces sujets, qui sont toujours des sujets extrêmement subtils, sensibles, complexes. Nous avons en Russie. Ah, d'accord. Et voilà. Mais je comprends. Peut être le rôle de l'Europe. Assurer, sécurité de l'Ukraine. Alors là encore, sans surprise. Je sais pas, on parle d'envoi de troupes qui garantirait la sécurité. Mais là encore, et contrairement à ce qu'on peut, l'impression qu'on pourrait avoir légitimement, parce que c'est vrai que depuis un mois, on a l'impression que ça fait des mois que l'administration Trump est déjà au pouvoir.
compte tenu du tourbillon dans lequel finalement elle semble emporter le monde. Ça fait que 1 mois que l'administration Trump est au pouvoir, mais il y a une continuité. On vient de rappeler la continuité en ce qui concerne le fait que l'Ukraine ne serait pas membre de l'OTAN avant de très nombreuses années. Il y a une continuité aussi, parce que le président Biden l'avait dit également, en disant que les États-Unis n'enverraient pas de troupes en Ukraine. Et donc il y a une continuité. Donc oui. Et donc ça veut dire que depuis déjà plusieurs mois, on réfléchit évidemment, et le président de la République a été là de cela, on s'en souvient, dans le cas où il y ait enfin un cessez-le-feu qui serait établi, négocié entre la Russie et l'Ukraine, il faudra évidemment des garanties de sécurité pour contenir l'hégémonie russe, y compris sur plus de 1000 kilomètres de frontières. C'est pas rien. Je rappelle que c'est 4 fois plus que la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Qu'il faudra donc bien, quelque part, protéger des velléités potentielles d'un Vladimir Poutine de continuer. Oui, et donc il faudra bien discuter des garanties de sécurité, et dans celle-ci, sans doute effectivement, la mobilisation peut-être, et c'est ce qui sera négocié, aux côtés de l'armée ukrainienne, eh bien, de troupes qui viendront donc pour apporter cette garantie de sécurité. J'envisage le pire, Thierry Breton. Donald Trump sacrifie tout et lâche totalement l'Ukraine à Donald Trump. Que fait l'Europe? À Vladimir Poutine. À Vladimir Poutine. Mais que fait l'Europe? Vous savez, vous avez raison. On peut faire des uchronies, mais je connaissant, puisque je l'ai pratiqué, et vous m'invitez aussi pour ça ce matin, Donald Trump, la façon dont il négocie, il faut jamais l'oublier. Il pousse, si vous permettez cette expression un peu triviale, le bouchon très loin. Et ensuite, il revient un peu en arrière pour donner le sentiment à ceux avec lesquels il négocie, et vous avez vu que je mettais des guillemets en disant négocie, qu'à la fin, ils vont faire un pas si mauvais deal que ça, voire un bon deal. Donc on est dans cette phase, et je crois qu'il faut tous qu'on garde notre sang-froid. On est dans cette phase où il pousse le bouchon très loin, pour faire réagir évidemment, aligner aussi les parties prenantes qui vont avoir leur mot à dire, et derrière vraisemblablement revenir un peu en arrière, bien pour trouver un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis à votre micro, il faut que nous montrions, nous tous ensemble, notre force. Elle est importante. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on était le premier contributeur. Je rappelle qu'on est le premier marché économique. Je rappelle ce que nous apportons. Je rappelle aussi que je voudrais juste leur dire aussi que la Russie est un très grand pays, un immense pays. La Russie, c'est le PIB de l'Espagne. La Russie, c'est... Et la population souffre en ce moment, parce que les prix montent. Ils souffrent terriblement. La population de la Russie, c'est moins que la population de l'Allemagne et de la France réunies. La Russie est un très grand pays, mais la Russie est aussi ce que je viens de dire. Pas plus. Donc voilà, il faut que nous, on prenne conscience aussi de notre force ensemble. Thierry Breton. Très bien, très bien. L'Europe joue sa survie, on est bien d'accord, j'entends dire. Mais où en est-on? La fameuse Europe de la défense. Où en est-on? Il faut un investissement considérable. On parle d'emprunt européen. Je sais pas moi, des chiffres ont été donnés, 500 milliards d'euros même. Parallèlement en Europe, on est sur le Green Deal. Est-ce qu'il ne faut pas choisir à un moment donné ou un autre? Alors, d'abord plusieurs éléments de réponse. Dans les moments qui sont des moments difficiles, ceux qui suivent l'Europe depuis longtemps ont l'habitude de dire que l'Europe avance quand il y a des chocs exogènes importants. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin? Parce que nous sommes attachés, c'est notre démocratie d'abord, voilà, on n'est pas un État fédéral, alors on pourrait devenir un État fédéral, voire une autocratie, pouroi pas? Vous êtes d'accord pour un État fédéral? Non, on est ce qu'on est, et je crois que c'est très important. Il faut préserver notre histoire, il faut préserver aussi des éléments qui sont à la main des États, par exemple la défense. Qu'on le veuille ou non, c'est à la main des États membres. Et donc, pour décider notamment d'engager des troupes, et pas à la main de la Commission. Et c'est pas demain la veille que ça le sera, et je crois que c'est bien. La politique étrangère, c'est à la main des États, et c'est pas à la main de la Commission, et c'est bien. Alors maintenant, il y a une coordination faite par le haut représentant ou la haute représentante pour essayer de s'aligner. Mais voyez-vous, quand je dis qu'il faut des chocs, précisément parce que, eh bien, il faut que chacun, à un moment, dans des moments existentiels, et oui, je pense que nous vivons un moment existentiel, bien oublie quelque part leurs petits intérêts particuliers pour se consacrer vers l'intérêt général. Alors, on l'a fait
pendant la crise du Covid, et on a su lever, 750 milliards. Donc, c'est parce que c'était existentiel. Est-ce qu'il faut donc, si on a réussi à faire le même effort, est-ce qu'il faut que l'Europe aujourd'hui fasse le même effort pour sa défense? Eh bien, vous savez que c'est un sujet que je porte depuis longtemps, puisque je l'avais déjà dit à votre micro alors que j'étais commissaire européen. Oui, je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on ait un fonds européen. Donc, combien? Un fonds européen, plusieurs centaines de milliards d'euros, pour faire deux choses, Jean-Jacques Bourdin. Il faut d'un côté que les États membres augmentent leurs dépenses de défense au-delà des 2%. Je rappelle que 2%, c'est évidemment un prérequis pour appartenir à l'OTAN. Mais il faut le faire au-delà, et il faut en parallèle que l'on puisse intervenir pour augmenter très rapidement la capacité de production des industries de défense en le faisant de façon harmonisée. Si on n'a pas ce fonds commun qui permet d'intervenir et je dirais de dire écoutez, on va vous aider à augmenter cette chaîne de production de chars par exemple, mais venez avec un projet qui soit un projet harmonisé avec 2, 3, 4 États membres de façon à avoir de la coopération, et on vous financera 10 à 15%. C'est comme ça que ça avance, ça a fonctionné. C'est ce que vous voulez. Souvenez-vous, et j'ai été critiqué pour ça. On m'a dit, Thierry Breton s'occupe des munitions. Souvenez-vous, eh bien, j'ai réussi à le faire avec mes équipes. Quand j'ai pris le sujet des munitions, vous vous souvenez, ces fameux obus de 155, on produisait 300 000 obus par an en Europe. 18 à 20 mois après, on en est à combien, Jacques Bourdin? 2 millions. 2 millions. Donc on a réussi à le faire. Parce que précisément, on avait un instrument qui finançait en amont et qu'on en a pu se coordonner. Donc ce qu'on a fait pour les obus, il faut le faire massivement pour toutes les chaînes de production. Et donc ça veut dire à la fois avoir un emprunt. Mais Thierry Breton, ça c'est bien. Vous demandez cela, mais les États, on n'avance pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous pensez que le Conseil européen du 6 mars, vous pensez que là, il y aura une avancée majeure? Pas du tout, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, car nous avons proposé un programme qui s'appelle EDIP, qui est en négociation maintenant, qui permet exactement de traduire ce que je viens de vous dire. Alors on a une démocratie. Quel est l'effort financier de ce programme? Eh bien, ça va être discuté précisément, et ça va être discuté maintenant. L'architecture du programme, elle est en négociation maintenant, depuis plusieurs mois. Parce que voyez-vous, on est une démocratie, nous, Jacques Bourdin. Donc, on n'est pas une autocratie. Et donc, tout ce dont je parle est à la fois voté par qui? Par le peuple européen, c'est-à-dire représenté par le Parlement européen, et par le Sénat européen, si vous permettez cette métaphore, c'est-à-dire le Conseil européen qui représente les États. Et oui, ça prend un tout petit peu plus de temps, la démocratie, mais c'est peut-être plus solide que les autocraties. Donc il va falloir faire sauter les critères de Maastricht, on est bien d'accord, le fameux 3%. Mais ça existe déjà. On a la possibilité, donc dans le pacte qui a été révisé, on a cette possibilité. Alors maintenant, vous avez raison, il faut que la Commission le lève sans tarder, et j'espère qu'elle va le faire très vite. Et parce que précisément, lorsque on investit massivement et qu'on dépasse ces 2%, j'estime que du reste, on devrait, parce que c'est pour l'intérêt général européen, on devrait le retirer, donc des critères du pacte de stabilité. C'est une clause qui existe, il faut l'activer maintenant sans délai. Dites-moi, Friedrich Merz a gagné l'élection, même s'il y a une forte poussée de l'extrême droite en Allemagne, l'AfD, mais a gagné ces élections, le leader de la CDU et CSU. Il va composer, il sera chancelier, il va composer un gouvernement. Qu'a-t-il déclaré? J'ai retenu, vous aussi, ma priorité, je le cite, ma priorité absolue sera de renforcer l'Europe le plus rapidement possible afin que nous obtenions peu à peu une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis. Je n'aurais jamais cru devoir dire cela lors d'une émission de télévision. Voilà ce qu'il a déclaré. Et moi-même, je n'aurais jamais cru pouvoir l'entendre de mon vivant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Allemagne est le pays, s'il y en a un, qui s'est mis juste après-guerre sous dépendance quasi totale des États-Unis d'Amérique pour sa défense. Et souvenez-vous, combien de fois nous avons dit à l'Allemagne, il faut maintenant être plus autonome, plus indépendant. Et l'Allemagne était sous cette dépendance. Friedrich Merz, que je connais, est sans doute parmi les hommes politiques allemands l'un de ceux qui connaît le mieux les États-Unis d'Amérique. L'un de ceux qui a été les plus atlantistes. Il a du reste travaillé pendant de nombreuses années dans un fonds BlackRock. Et il connaît parfaitement, il aime les États-Unis comme moi j'aime les États-Unis. Vous le savez bien, je travaillais aussi aux États-Unis. Donc on se connaît bien. Et là, il vient de changer totalement, je dirais, de posture, suite en particulier au fameux discours, bien entendu, de J.D. Vance à Munich. C'est là qu'il a changé. Il a compris
Et avec lui, je peux vous le dire, j'étais en Allemagne la semaine dernière. Toute l'Allemagne a compris que désormais, eh bien, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait. Il est même allé jusqu'à dire, tenez-vous bien, oui, oui. Il est même allé jusqu'à dire qu'il était peut-être temps de discuter avec la France et avec la Grande-Bretagne. Tiens, de nouveau les voilà, les deux seules puissances dotées européennes, pour se mettre désormais sous parapluie nucléaire potentiellement français et britannique, et plus uniquement américain. C'est une révolution. On verra s'il le fait. On verra s'il le fait. Mais Thierry Breton, est-ce que la France doit mettre sa force nucléaire à disposition de l'Europe? D'abord, il est hors de question que le fait de pouvoir exercer ce pouvoir ultime soit partagé. Hors de question. Donc il n'est pas question, je le redis. Que la décision soit partagée. Jamais ça ne le sera. Oui. En revanche, tous les présidents de la République, de la Ve République, depuis le général de Gaulle, ont dit, chacun avec ses mots, que l'usage de cette dissuasion devait avoir également donc une dimension européenne, sans jamais le préciser, parce que l'ambiguïté stratégique fait partie évidemment aussi de la dissuasion. Eh bien, il est peut-être temps, précisément, maintenant que cette main vient d'être tendue, parce que voyez-vous, tant qu'elle n'est pas tendue, il y a toujours cette dépendance ultime, et quand on est transactionnel comme Donald Trump, on le fait payer. Le fait que l'Allemagne, eh bien, abandonne cette doctrine, ou soit prêt, on verra bien, parce que c'est une proposition, me semble être aussi important, si jamais ça devait se réaliser, que lorsque l'Allemagne a décidé d'abandonner le Deutschmark pour passer à l'euro. Donc, voyez-vous, on disait ça tout à l'heure, dans les moments historique, et je le redis avec vous ce matin, nous vivons un moment historique, eh bien c'est peut-être le temps de voir des mouvements très importants pour l'Europe. Si jamais Friedrich Merz met en œuvre ce qu'il vient de dire, on verra aussi quelle va être la coalition. La France devrait discuter avec l'Allemagne de ses forces nucléaires. Attention, il ne s'agit pas que de la France, il s'agit, et je crois que c'est très important, il s'agit de la France et de la Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense que si jamais ceci devait se faire, mais encore une fois, là, ça appartiendra évidemment et au président de la République et au Premier ministre britannique de discuter. Vous le comprenez, c'est un sujet extraordinairement sensible. Me semble-t-il, ceci devrait être fait dans le cadre d'un pilier européen de l'OTAN. Il va falloir renforcer notre pilier européen de l'OTAN. On sait que Donald Trump a plutôt envie aujourd'hui de réduire la position des États-Unis au sein de l'OTAN. Très bien. À charge pour nous, Européens, peut-être de renforcer notre pilier européen de l'OTAN. Et quand je dis pilier européen de l'OTAN, ça comporte évidemment l'Union européenne, mais aussi les pays qui l'entourent, la Norvège, bien entendu la Grande-Bretagne, et donc tous ceux qui ne sont pas américains, mais qui veulent consacrer, je dirais, cette coopération, parce qu'elle est protectrice, en particulier quand on a un voisin comme la Russie désormais. J'avais envie de terminer sur... pour avoir votre avis, est-ce que, parce que j'entends dire ça et là, les États-Unis sont sur la route d'une dictature. Est-ce que vous le pensez? Non, je ne crois pas. Je connais bien les États-Unis, je vous l'ai redit, j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai enseigné. Les États-Unis, c'est aussi, comme on dit, pardon de cette expression en anglais à votre micro ce matin, mais les check and balances, c'est-à-dire que il y a aussi des contre-pouvoirs. C'est ça qui fait la grandeur de cette démocratie. Je rappelle aussi, cette démocratie, que nous avons contribué à bâtir, nous, Européens, en particulier nous, Français. Mais... Par parenthèse, et c'est nous qui avons la liberté d'expression qui est née de la Révolution française, qui l'avons transmise aux États-Unis, et pas l'inverse. Je le dis en ce moment parce qu'on a l'impression que ça viendrait un peu de l'autre côté. Donc rendons à César, si vous permettez, ce qui est à César. Cette grande démocratie, d'abord, c'est vrai que quand on est président des États-Unis, on est président du pays le plus puissant du monde, en tout cas aujourd'hui. On verra ce qui se passera dans les décennies à venir avec la Chine. Et les pères constituants des États-Unis ont veillé à ce que ce pouvoir il soit partagé. D'abord, au bout de 2 ans, il y a de nouveau des élections. Ça limite évidemment potentiellement un pouvoir si jamais celui-ci sortait, pardon cette expression, un petit peu des clous. Et puis, on est là que pour 4 ans. Et j'ajoute aussi que, parce que c'est un État fédéral, dans lequel la justice est aussi à la main des États, des États eux-mêmes. Oui, des administrations des États. On va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises. Vous inquiète, ces 2 hommes vous inquiètent, Trump et Musk? Alors, d'abord, je sais qu'on les compare, mais ils sont absolument pas comparables, pardon de le dire aussi. Il y en a un qui a juste été élu président des États-Unis d'Amérique, c'est le président. Il y en a un autre, on sait pas, alors on sait qui il est, mais on sait pas ce qu'il fait, on sait pas quelle est sa légitimité.
Vous savez, les chefs d'État, bon, ils sont élus. Oui. Les ministres, en tout cas aux États-Unis, ils vont passer devant le Congrès pour être validés ou pas. Oui. Les commissaires européens, on dit souvent, vous n'êtes pas élus. Mais comment ça? On me dit, vous n'êtes pas élus quand on était commissaire européen. Ah bon, on n'est pas élus? Eh ben, allez donc devant le Parlement européen, savoir si on vote pour vous ou pas voter pour vous. D'ailleurs, je suis devenu moi-même commissaire européen parce que ma prédécesseur n'avait pas obtenu le soutien du Parlement. Mais lui, rien. Alors il sort d'où, lui? Alors c'est quoi sa légitimité? Et c'est ces questions. Si jamais, précisément... C'est là où le doute s'installe. Le doute s'installe. Alors, il y a un doute qui s'installe sur les conflits d'intérêts, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un autre sujet. Mais sur la légitimité, aujourd'hui, de pouvoir, je dirais, décider de la vie professionnelle de dizaines de milliers, peut-être même centaines de milliers, de civil servants, c'est-à-dire de fonctionnaires américains qui ont décidé de consacrer leur vie pour servir l'État et qui, du jour au lendemain, se trouvent être quasiment licenciés par un email. Est-ce que ceci sera légal? Eh bien, nous allons voir. Bien, merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure? Il est presque 9h. Patrick Roger avec nous, juste après. Sud Radio.